Alors du coup, j'ai rédigé le BP, il me manque plus que 50 000 €. Et si finalement, lancer une start-up, c'était aussi simple que ça? On rédige un business plan, on donne la direction, et finalement, le seul job qui reste à faire, c'est d'essayer de trouver de l'argent pour recruter les équipes qui vont exécuter à notre place. Alors, dans 99% des cas, le premier job d'un start-upper, c'est pas vraiment de recruter des équipes pour exécuter à votre place, c'est de faire en sorte que votre projet aille quelque part. Et là où il doit aller, c'est quelque part où à un moment, il y aura de l'argent qui va pouvoir vous rémunérer. Et en fait, aujourd'hui, on a décidé de faire cette conférence pour vous parler de tous les trucs, les astuces qu'on a pu voir au quotidien pour vous aider en fait à mener votre projet là où il y a du pognon, là où il y a des clients pour que ça fonctionne. Alors du coup, coucou, c'est nous. Pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui? Moi, ça fait 4 ans que je suis bénévole dans une association qui s'appelle Boostignon, qui est un accélérateur de start-up, le premier à s'être lancé en 2011 à Lyon. Et pourquoi j'y ai mis les pieds? Tout simplement parce qu'il y a 4 ans, j'ai aussi lancé avec 3 associés formidables une start-up dans la sexy legal tech, puisque c'est une solution de gestion de copropriété en SaaS qui s'adresse au grand public et aux syndics professionnels. Moi de mon côté, en fait, j'ai commencé en travaillant à Boostignon, ça fait 3 ans que j'y suis. J'ai accompagné à peu près 40 startups. Et au quotidien, en fait, mon travail, c'est justement de vivre avec elles, d'être sûr qu'on répond bien à leurs questions, qu'ils se posent les bonnes questions, c'est important aussi. Et puis de temps en temps, quand ils se roulent en boule en dessous de leur table en pleurant parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des clients, et ben, je viens leur faire des petites caresses. Par ailleurs, tu sais, c'est un travail, il faut donner de son corps, Bart. Quand je me déguise pas en chauve-souris pour sauver Gotham City, on a monté avec Clémence une agence de création de contenu qui s'appelle Percolatop. Donc on est aussi entrepreneuse, elle est complètement entrepreneuse, mais je suis aussi un petit peu entrepreneuse sur mon temps libre. Voilà, et puis après, après à peu près 80 startups d'accélérer, la phrase qu'on vous a montrée tout à l'heure, on l'entend quasiment toutes les semaines. Et du coup, on avait envie de vous parler de comment vous pouvez aller tester votre projet, comment vous pouvez travailler sur votre idée sans forcément investir tout de suite de l'argent. Ça passe par plein de petites choses assez simples. Et il faut dire qu'en fait, à la base, vous avez plein d'outils qui sont disponibles en ligne pour essayer de monter votre projet, pour travailler un business plan, puisque c'est quelque chose qu'on vous demande régulièrement quand vous demandez des subventions. Mais pour autant, savoir bien s'entourer et bien agir au bon moment, c'est plutôt pratique et c'est notamment le rôle d'un accélérateur et c'est aussi ce qu'on va essayer de vous montrer lors de cette conférence. Alors, premier conseil qui coûte absolument pas un rond avant même d'aller voir les accélérateurs, les incubateurs ou ce que vous voulez. Il y a énormément de groupes Facebook qui sont très actifs sur les startups. Il y a French Startupper Network, Lyon Startup Ecosystem, Gros Hacker France. Il y a énormément de groupes sur lesquels en fait, on partage énormément d'outils et il y a une belle bienveillance, une belle communauté de partage. Et avec Clémence, on est inscrite dans énormément de groupes, donc notre fil Facebook, à longueur de journée, c'est de voir passer des questions de start-upers. Et aujourd'hui, on a décidé de vous construire la FAQ de la start-up en piochant dans ces questions qui sont tout le temps posées pour y répondre. C'est parti. C'est y part. Alors, j'ai toujours voulu être entrepreneur, je suis fait pour ça, j'ai une idée que je pense monter très très bientôt, vous pouvez m'aider. Alors, spoiler alerte, vous n'allez pas tous monter des startups. Quand bien même vous avez une super idée, en fait, peut-être que monter une start-up, c'est pas ce que vous avez envie de faire. On n'est pas tous Alors, l'expression, c'est on ne naît pas entrepreneur, on le devient. C'est surtout, on n'est pas tous entrepreneurs de la même manière. Donc, c'est très important quand vous commencez, quand vous décidez de vous lancer, de vous dire pourquoi vous devenez entrepreneur finalement et quel sera votre style. Et du coup, pour commencer, la première chose qu'on vous conseille en fait, par rapport à votre idée, puisque c'est quand même le point de départ à un moment, c'est de vous demander, en fait, parmi toutes les idées que vous avez eues, vous en avez déjà eu des milliers, pourquoi aujourd'hui, celle-ci, elle sort du lot et elle vous pousse en fait à agir et à monter votre projet de start-up. Et à partir de là, nous, notre premier conseil, c'est de vous dire, essayez de vous poser des questions par rapport à cette idée-là. Qu'est-ce que vous voulez en faire et qu'est-ce que vous voulez faire ? Et là, on va taper dans ce qu'on appelle le cadre de référence, qui va être un peu le fil conducteur de votre projet. C'est ce qui va en fait vous ramener à vos pulsions et à ce qui vous a amené à monter ce projet-là. Donc, on vous invite d'abord à faire un petit peu le point avec vous-même. Quelles sont vos attentes par rapport à ce projet-là ? Est-ce que vous avez simplement envie d'être votre propre patron ? Est-ce que vous avez envie de vous dégager du temps ? Est-ce que vous avez envie simplement de vous lancer parce que c'est quelque chose que vous avez toujours envie de faire ?
C'est hyper pratique, en fait, juste simplement d'acter ces choses-là. Parce que demain, si votre projet fonctionne, c'est aussi sympa de se dire, qu'est-ce que je veux pour mon projet ? Si quelqu'un se pointe en vous offrant 90 000 € pour monter votre fameuse plateforme, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce qu'en fait, vous avez envie de le monter étape par étape ? Il faut se dire aussi que vous pouvez demain internationaliser votre structure ou en fait, tout simplement, c'est dans votre ADN et vos envies que ça reste quelque chose de local avec un impact par rapport à ce que vous avez envie que ça soit. Dernier point, c'est les limites. Les limites, ça va être par exemple si demain votre projet fonctionne hyper bien et qu'on vous propose de délocaliser. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho chez vous ? Est-ce que si vous avez envie de partir à l'étranger, c'est quelque chose qui marche pour vous ? Est-ce que si demain, pour rencontrer un client hyper important et avoir un deal super intéressant, vous devez louper une réunion de famille, importante aussi, qu'est-ce que vous choisissez ? Donc en fait, toutes ces questions, c'est effectivement le cadre de référence et c'est ce qui va constituer en fait le fil rouge de votre projet. Vous n'aurez pas forcément réponse à tout, mais c'est bien de les acter. Parce que quand vous allez devoir prendre des décisions un peu difficiles, vous pourrez toujours vous ramener à ce point de pourquoi j'ai voulu le lancer au départ et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais en faire ? Alors, petit exemple pour illustrer ce qu'on vient de vous raconter. Alors, il faut vous dire que cette présentation, ça va être le festival de l'affiche. On va vous parler à longueur de presse de toutes les startups qui sont passées par chez nous. Ici, c'est Cognity, c'est une startup qu'on est en train d'accompagner actuellement, qui s'est donné pour mission d'amener un petit peu de sérénité dans la relation entre le constructeur et le client final, c'est-à-dire celui qui attend désespérément que sa maison soit construite. C'est un projet qui est porté par deux personnes fantastiques qui s'appellent Thomas et Romain. Et en fait, quand ils se sont lancés à la base, il y a une troisième personne qui s'est proposée d'investir, qui leur a dit moi j'aime bien ce que vous faites, je vous file 50 000 € pour le coup, et puis on s'associe et vous montez ce truc-là. Et en fait, ils se sont un peu creusé la question, ils se sont dit mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on veut faire fondamentalement ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi on s'est lancé dans ce projet ? Pourquoi est-ce qu'on a quitté notre job ? On était payés comme des fous pour faire ça. Et en fait, ce qui est ressorti quand ils ont creusé, c'est que ce qu'ils avaient envie, c'était d'être indépendants. C'était de faire un projet en fait, qui leur tenait à eux deux, qui était leur bébé. Donc ils ont dit non à ce gars-là parce qu'en fait, ils n'avaient pas envie, en tout cas pas à ce stade, qu'une troisième personne tape l'incruste dans ce qu'ils étaient en train de construire. Donc ça sert à ça aussi le cadre de référence, à prendre des décisions qui sont importantes pour votre business et qui vont l'orienter. L'idée versus le marché. Alors ça, c'est une étape que vous avez forcément vue dans vos fils LinkedIn ou Facebook. Les questionnaires. Il y a toujours quelqu'un qui a un projet autour de vous qui va vous lancer un questionnaire pour explorer son marché. Théoriquement, du coup, ce questionnaire, il est là pour permettre aux start-upers du coup, de comprendre un peu plus les besoins. Sauf que là, tout de suite, à blanc, deux remarques. Malheureusement, on n'est pas tous start-upers et marketeurs, et beaucoup de questionnaires qui tournent en ligne ne sont pas faits par des marketeurs. Ce qui nous fait arriver à avoir des questionnaires, des fois, avec des situations et des questions un peu rigolotes qui ne vont pas forcément aider le lanceur de projet à avoir des réponses. Par exemple, petite dédicace à Damien Jacob, qui est peut-être quelque part dans cette pièce. Il est bénévole au Blend aujourd'hui et c'est un de nos accélérés qu'on a accompagné il y a 6 mois. Et lui, le questionnaire qu'il a lancé, le premier truc qu'il a lancé, la première question, c'était « Est-ce que vous pensez que c'est important de sauver des vies ?» Je vous laisse deviner qui a répondu non. Bisous Damien. La deuxième remarque aussi qu'on peut faire, c'est que souvent ces questionnaires, du coup, ils sont lancés sur Facebook et sur LinkedIn, donc à votre entourage. Donc on va les passer aux copains des copains, à la famille, et en fait, ils vont pas réellement s'adresser à vos cibles. Donc vous risquez en fait de lancer un questionnaire sur votre marché qui va renforcer en gros ce que vous pensez de votre projet et qui va être en plus rempli par potentiellement des personnes qui ne seront jamais vos cibles. Donc, quand on commence une exploration par une étude de marché, par exemple, il faut partir du principe que l'idée, c'est vraiment que le départ. Et votre idée, elle est géniale, c'est sûr, vous avez pensé à tout. Donc là, pas de souci. Pour autant, cette idée, elle va devoir se confronter à certaines réalités. C'est-à-dire que, certes, vous avez pensé à tout, mais dans votre propre carte du monde. Et en allant se confronter en fait au monde extérieur et à vos clients potentiels, vous allez pouvoir apprendre des choses et avoir des éléments auxquels vous n'avez pas pensé. C'est toute l'étape en fait d'aller écouter votre audience et votre cible potentielle.
Et cette phase, elle est vraiment chouette parce qu'en fait, elle est relativement facile. Allez voir vos cibles potentielles, allez leur parler de votre idée. D'ailleurs, petit conseil, ne leur dites pas que c'est votre idée, ils seront beaucoup plus honnêtes comme ça. Allez leur parler de votre idée et surtout écoutez-les. Un client potentiel qui peut être intéressé, il va vous donner énormément de pistes de travail. Il va vous dire ce qu'il aime, il va vous dire ce qu'il n'aime pas, il va vous dire ce qu'il aimerait, il va vous dire ce qu'il n'aimerait pas. Et après, il va rien dire. Et en creusant aussi dans les silences et dans les habitudes des gens, vous allez pouvoir découvrir des trucs intéressants. En fait, je suis persuadée que il y a des choses que vous faites tous les jours qui sont super chiantes, mais que vous ne remettez pas en question parce que vous avez toujours fait comme ça. Et c'est là où, potentiellement, vous allez pouvoir innover et creuser quelque chose par rapport à votre idée et la solution que vous voulez apporter. Donc en fait, une bonne étude de marché, et que ce soit une étude de marché ou simplement une exploration, ça doit pas être « Ah bah, ça y est, j'ai un client, j'ai mon idée, j'ai validé mon concept, j'ai un client ». C'est plutôt, vous devez ressortir peut-être avec une première boîte à outils où vous avez identifié éventuellement un groupe d'individus qui a bien un problème et les solutions potentielles ou les solutions qui existent pour eux ne leur conviennent pas. Si vous arrivez à ça, vous pouvez déjà vous dire que vous avez potentiellement 2 pistes pour lancer votre start-up. Soit il y a des gens qui sont en souffrance, qui ont besoin de quelque chose, et il y a des solutions, mais ils ne les voient pas ou ils ne les connaissent pas. Première idée, vous pouvez travailler sur faire ce lien-là. La deuxième chose, c'est que soit ces personnes-là ont bien un problème, il y a bien des solutions, mais elles ne leur conviennent pas. Et dans ces cas-là, vous pouvez proposer des solutions alternatives. Donc au final, trouver un marché, c'est trouver un client avec un problème. Et surtout, le plus important, c'est que le problème doit le toucher suffisamment pour qu'il ait envie à un moment de mettre de l'argent dessus. Un exemple marquant pour illustrer ce que Clémence vient de vous dire, c'est Grizzly, qui est une boîte qu'on a accompagnée il y a 6 mois, 8 mois maintenant. Et en fait, donc Jonathan, lui, ce qu'il fait, Grizzly, c'est un chatbot qui aide en fait les freelances à timer leur temps. Parce que quand on est freelance, on vend du temps. Et paradoxalement, on est absolument incapable de dire combien de temps on a passé sur un projet. Donc ça, c'est un vrai besoin, c'est un vrai pain qu'il a identifié. Et c'est pour ça qu'il a développé Grizzly en premier lieu. Seul souci, les freelances, ils n'ont pas un rang à mettre dans un logiciel qui va les aider à mieux timer leur temps, même si ça va les aider à être plus efficaces à la fin. Donc Jonathan, il allait creuser, il allait à la rencontre des gens, il allait poser des questions, puis surtout il allait écouter en fait tous les entrepreneurs qu'il a rencontrés, et il s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième marché pour son idée. Et ce deuxième marché, ce sont les entreprises qui font du crédit impôt recherche et qui ont besoin de timer le temps qu'elles passent sur les recherches, sur la R&D, parce qu'il y a des grosses sommes d'argent en jeu. Et ces entreprises-là, par contre, elles sont prêtes à payer. Donc Jonathan, il a fait un petit pivot, et donc maintenant il s'adresse essentiellement à ces entreprises-là. Que nous dit Étienne Ledur? Il nous dit « Je viens de finir mon site, mais je n'ai aucune conversion. Est-ce que vous avez des idées pour attirer du monde ?» En fait, la question qui se pose, c'est le produit, c'est-à-dire ce que vous faites, versus ce qu'il produit, c'est-à-dire ce que vous apportez. Ce sont deux concepts très différents. En fait, ce qui est important quand vous construisez un produit, quand vous construisez une réponse à un problème, c'est d'identifier quel est le bénéfice client. Qu'est-ce que vous apportez de plus à votre client? Et donc, ce n'est pas le faire qui est important, c'est le bénéfice que vous apportez. Petite illustration avec Mance, qui est une boîte qu'on a accompagnée il y a 1 an et demi, 1 an. Eux, ceux qui le font, ce sont des fauteuils qui font de la musique. Donc en gros, on se met dans le fauteuil, on entend de la musique, et puis ça fait vibrer tout le long du fauteuil, et donc c'est super, on a une expérience de la musique qui est très différente. Mais le bénéfice client, c'est pas vous allez écouter de la musique. Le bénéfice client, c'est vous allez enfin bien écouter de la musique. Parce que pour eux, c'est les mecs qui portent ce projet-là, la musique, ça ne devrait pas être un truc qu'on écoute avec des écouteurs de merde dans le métro entre Hôtel de Ville et Bellecour. La musique, c'est quelque chose pour lequel on doit prendre le temps d'apprécier réellement. Donc il y a une vraie différence entre le produit, qui est un fauteuil musical, et ce qu'il produit, c'est-à-dire un moment de relaxation et de plaisir. Deuxième point, une fois que vous avez identifié quel est votre bénéfice client, c'est-à-dire ce que fait votre produit et à quoi il sert, il y a l'autre côté, c'est l'usine, ce qu'il y a derrière le produit, c'est le métier. Comment vous faites pour produire ce truc-là? Parce qu'en fait, il y a une différence folle entre le bénéfice client et les étapes que vous allez construire pour répondre à ce bénéfice client. Ça, c'est ce qu'on appelle le métier. Par exemple, on a une boîte qui est passée chez nous il y a peut-être 3 ans, qui s'appelle Monsieur Gourmand, qui est d'ailleurs sponsor de la Tour du Web, qui s'appelle Monsieur Gourmand, et eux, en fait, ils font de la livraison de produits traiteurs partout en France. Donc, pour un client, Monsieur Gourmand, c'est de la bouffe. Ça va m'amener mes macarons sur une table. Mais Monsieur Gourmand, son métier, c'est de la logistique. C'est d'amener les macarons en bon état, au bon endroit, au bon moment.
Alors du coup, à cette étape-là, un bon start-upper du coup, doit bien valider la proposition de valeur, hein, qui est en fait le service rendu, et avoir identifié quel est le métier, c'est-à-dire votre capacité d'exécution, la chose qui est absolument indiscutable et sur laquelle votre client ne va même pas se poser de questions. Et votre job en tant que start-upper, du coup, c'est de valider la robustesse de votre proposition de valeur. Comment ça marche ? Je vous propose de passer sur une mise en pratique. On va prendre un exemple parmi d'autres. La landing page. Alors, la landing page, qu'est-ce que c'est ? C'est une page web toute simple que vous allez pouvoir mettre en place assez rapidement. C'est pas un site internet complet pour aller tester votre proposition de valeur et d'autres hypothèses. Donc, première chose sur la landing page, ce n'est pas un site internet. Donc, ne vous amusez pas à dépenser de l'argent dans des AdWords ou dans du SEO à cette étape-là. L'idée, c'est plutôt d'aller tester du coup, les premières choses que vous avez grattées et identifiées sur votre marché. Donc, rapprochez-vous de vos communautés, rapprochez-vous de vos cibles potentielles. Si, par exemple, vos cibles, ça va être des mamans, et par exemple, ajoutez-vous sur des groupes Facebook maman du mercredi, allez à la sortie des écoles éventuellement, essayez en fait de vous rapprocher de là où ces personnes sont pour pouvoir ensuite balancer le lien et aller voir si votre landing page fonctionne. Donc là, on va creuser une autre chose, c'est que la landing page, en fait, c'est un élément, une hypothèse et un CTA. CTA, c'est un mot bullshit pour dire call to action. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez tester une proposition de valeur, un prix, que vous avez bien identifié votre cible, essayez de créer un bouton qui va, du coup, valider et vous conforter dans cette idée-là. Vous avez une proposition de valeur, par exemple, cet hiver, je vous propose de louer des boules de Noël. Si vous êtes intéressé, laissez votre email. Le call to action va vous permettre de voir s'il y a vraiment un besoin par rapport à ce que vous avez identifié. Autre chose, ça c'est pareil pour vous éviter de gaspiller votre argent tout de suite, il y a des sites formidables qui vous permettent de monter rapidement des landing pages. Donc ne vous amusez pas à coder ou à designer si ce n'est pas votre métier. Il faut bien que vous vous identifiez comme étant une ressource de votre entreprise et vous avez de la valeur. Donc ne passez pas du temps à coder si vous ne savez pas faire. Autre chose, ces sites-là, on fait travailler des designers sur ces landing pages. Le design est harmonieux. Même si les couleurs ne se calent pas tout de suite sur le design que vous voulez pour votre entreprise, c'est pas très grave. C'est un conseil personnel, mais ne vous amusez pas à rajouter un bouton vert en plein milieu d'une page qui est rose et blanche, parce qu'en fait, ce sera pas forcément harmonieux, ça risque de vous décrédibiliser et de détourner l'attention de votre cible par rapport au message que vous voulez lui faire passer et aux éléments que vous avez envie de valider. Et enfin, la dernière chose, c'est que là, on vient de parler de la landing page, mais il y a plein de choses que vous pouvez faire. Si vous voulez travailler sur des flyers ou fonctionner avec une newsletter, nous, on a une startup qui a fait ses premières ventes simplement avec des newsletters. Vous n'avez pas besoin de passer du temps forcément sur une landing page. Il y a plein d'autres choses, mais par contre, allez tester, allez vérifier. En fait, ce qui est important de vous dire, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est j'ai un client et je veux valider la proposition de valeur. Donc, par exemple, on a Kidigo, qui est une start-up qui fait de l'accompagnement d'enfants dans le train. C'est-à-dire que d'une part, on a des parents qui ont besoin de faire voyager leurs enfants et la seule possibilité qu'ils ont, c'est de se taper l'aller-retour pour eux, donc ça leur coûte de l'argent et énormément de temps. Puis de l'autre côté, on a des étudiants qui, eux, n'ont pas d'argent et par contre voyagent régulièrement. Kidigo, ils ont deux cibles. Ils ont d'une part les parents, d'une part les étudiants. Donc ce sont des cibles qu'il faut adresser différemment. Et là, ce qu'on vous montre, c'est deux landing pages différentes que Kidigo a construites. Une pour les parents, où la promesse, c'est votre enfant va voyager en toute sécurité. Et une pour les étudiants, où la promesse, c'est vous allez voyager sans payer un copec. Donc identifiez bien les différents clients que vous avez. Un client, une landing page, une proposition de valeur. Et typiquement, pour les plateformes, vous allez généralement avoir deux côtés. Donc adressez-les correctement. Se développer versus s'entourer, comme dirait... ça, c'est une question qui revient régulièrement. Est-ce que j'ai besoin de m'associer pour monter ma start-up ? Est-ce qu'il faut absolument avoir un associé pour monter sa start-up ? Alors, première chose, être obligé d'être associé pour monter sa start-up, c'est un mythe. C'est TechCrunch qui a fait une étude il y a quelques années pour voir les sorties successful de start-up qui avaient levé des fonds. Et ils se sont rendus compte qu'à 50% des sorties qui avaient réussi, c'était des fondateurs qui étaient tout seuls. Donc, c'est pas déterminant dans le succès de votre entreprise. Par contre,
vous avez le droit d'avoir besoin de vous associer pour, déjà, premièrement, parce que vous en avez peut-être envie, mais il faut faire attention là-dessus, et vous pouvez aussi avoir besoin de vous associer parce que vous avez besoin de compétences clés. En fait, ce qu'il faut vous demander, c'est de quoi a besoin le projet. Et c'est la slide en fait, du métier dont on vous parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui est en fait... qu'est-ce qui est... essentiel. Essentiel. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est essentiel pour faire fonctionner votre produit, dont vous avez absolument besoin et qui, de toute manière, si vous ne l'avez pas, c'est sûr, votre startup, elle va cracher. Et c'est ça qu'il faut que vous alliez chercher. Donc, si vous faites un produit technique, il vous faut un développeur en interne. Si vous faites un produit juridique, il vous faut du juridique en interne. Chez Copromatic, par exemple, ils font du légal, ils font de la compta. Bah, Clémence, elle s'est tapée des cours de compta et elle est allée à la fac pour prendre des cours de droit parce qu'il fallait qu'elle maîtrise cet aspect-là de la boîte. Deuxièmement, on vous a parlé du cadre de référence tout à l'heure. C'est tout à fait louable d'avoir envie de s'associer juste pour avoir envie de s'associer parce que vous n'avez pas envie de monter un truc tout seul. C'est normal et c'est bien. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est hyper important de faire votre cadre de référence avec cette personne. Parce que si à un moment, vous avez des ambitions différentes, vous vous mettez des limites qui sont différentes, ça va générer de la frustration. Et c'est un chiffre qui est assez connu, mais dans le top 3 des raisons d'échec d'une start-up, il y a la mésentente entre associés. Parce que je ne dis pas que c'est comme dans les couples, il y a une mauvaise communication, mais à un moment, il faut prendre conscience de ce que l'autre veut, et soit arriver à un terrain de négociation, soit ne pas s'associer dès le départ, c'est beaucoup plus simple. Warning. Petit point. Si vous voulez vous associer parce que vous n'avez pas les moyens de payer cette personne, bon, déjà, c'est une très mauvaise idée d'essayer d'associer quelqu'un juste parce que vous n'avez pas les moyens de le payer. Mais faites attention en fait, à toutes les autres façons de récupérer des compétences sans payer. Donc les stagiaires et les freelances, ce sont des gens qui ont de la valeur et qui produisent de la valeur pour votre produit. Payez-les au bon prix, soyez chic. Vous vous battez au quotidien pour qu'on accepte que votre produit a de la valeur et qu'il faut le payer au bon prix. La moindre des choses, c'est de payer correctement les gens qui vous aident. En plus, vous risquez de désévaluer la chaîne de création de valeur, puisqu'en fait, vous avez un produit qui risque de coûter moins cher à la fabrication parce qu'en fait, il est basé sur des fausses données. Puisque demain, l'idée, c'est quand même que votre startup grossisse et que vous payez les gens correctement. Donc s'entourer, oui, mais parce que votre projet en a besoin. Ça, c'est quand on parlait des compétences tout à l'heure par rapport au métier. Il y a... Excusez-moi. On a fait une slide. La petite histoire de Père Castor, on a une start-up qui a été accompagnée en Build 8 qui s'appelle Chiche. Chiche, elles font des pois chiches grillés assaisonnés pour l'apéro. En fait, ce qui les motive, c'est de faire une alternative un peu saine et un peu rigolote à la cacahuète parce que, bon, c'est bien marrant, mais tous les soirs, on se ramène avec un paquet de chips, c'est quand même la tristitude. En gros, les deux compétences clés qu'il faut pour le projet de Chiche, premièrement, c'est Adeline, qui est ingénieure agronome, donc qui sait parfaitement comment on s'approvisionne en pois chiches, comment on transforme le pois chiche, comment on package le pois chiche pour être raccord avec les règles sanitaires, etc. Et puis la deuxième compétence, c'est Coralie qui a rejoint Adeline en cours de route. C'est du marketing, c'est une marque, c'est une image de marque qu'il faut vendre. Et puis c'est surtout un rapport, en fait, une capacité à aller s'approcher des grandes surfaces pour vendre le produit. Donc elles ont identifié les compétences clés et elles savent et elles ont construit leur force là-dessus. Et d'ailleurs, vous les trouverez dans tous les bons Super U et Monoprix de la région. Par rapport à... Donc je reprends par rapport à la slide que j'avais loupée. S'entourer, oui, parce que votre projet en a besoin. Donc s'entourer, c'est s'entourer de compétences. Il y a un autre moyen également de faire avancer votre projet, c'est du coup de travailler le prototype. Et alors là, cette question-là, elle devient très intéressante puisque vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle le minimum viable product. C'est une étape qui est assez rigolote pour essayer d'aller rapidement tester votre produit et de vous mettre en action. Le minimum viable product, en fait, c'est d'imaginer que votre produit finit et puis de partir en mode minimaliste. Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite si je devais réduire mon produit à une seule fonction pour pouvoir délivrer ma proposition de valeur, qu'est-ce que ce serait ? Donc, le minimum viable product, ça vous permet du coup d'essayer ça. Typiquement, nous, chez Copromatic, notre première fonction, avant de gérer des assemblées générales, de faire des appels de fonds et de faire de la comptabilité, c'était simplement un petit site qui permettait de renseigner des factures. Ça vous permet en fait de tester et d'itérer sur le métier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si nous, par exemple, chez Copromatic, on s'était projeté direct en disant « Ok, on va faire ça, il nous faut 90 fonctionnalités qui marchent toutes super bien en même temps », on se serait planté. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
parce qu'en fait, on n'avait pas pris le temps et on n'aurait pas pris le temps de tester en fait toutes les fonctionnalités une par une avec nos clients. Ils ont énormément de choses à nous apprendre et qui on est nous en fait pour leur dire comment ils doivent utiliser un logiciel par exemple. Donc ça vous permet en fait du coup de tester et de maîtriser le métier et d'identifier du coup les frictions, les facilités, les contraintes et la valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tout simplement de dire que si demain, votre métier, ça va être de livrer des petits fours, bah chouette en fait. Ça consiste juste à appeler Chronopost, de leur donner les petits fours et d'attendre que ce soit livré. Sauf qu'en fait, il y a énormément d'étapes entre que si jamais vous ne la testez pas, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a plein de petits endroits où vous devez absolument mettre votre attention pour faire en sorte que vos petits fours arrivent au bon endroit à la bonne heure. Donc, développer votre prototype, oui. Plutôt un MVP, histoire de ne pas gaspiller tout votre argent et toute votre énergie dans votre projet. Et enfin, dernière question qui revient régulièrement, c'est est-ce qu'on peut monter une start-up et garder son job à côté ? C'est une question qui rejoint aussi le est-ce qu'on peut monter une start-up en dépensant 0 €. C'est la question de l'investissement personnel, de l'investissement de cash et de la prise de risque dans votre start-up. Donc oui, à un moment, on y arrive, hein. À un moment, il va falloir dépenser, mais pas tout de suite. C'est toute la différence entre être futé et être radin. En gros, être futé, c'est vous allez minimiser les coûts et maximiser les résultats. Être radin, vous allez minimiser les coûts et puis vous allez attendre de voir en espérant que ça va fonctionner. C'est plus un état d'esprit qu'une vraie différence, on est d'accord. En gros, l'idée, c'est que tant que vous n'avez pas d'argent à mettre dedans, testez un maximum d'hypothèses. Essayez de valider le plus de trucs possible. Essayez de valider qui est votre client, essayez de valider où se trouve votre client, essayez de valider surtout qu'il est prêt à payer pour et combien. Valider la taille du marché, est-ce que c'est de la niche, est-ce qu'au contraire c'est un truc qui est potentiellement gros, valider votre métier. Et une fois que vous avez validé tout ça, oui, à ce moment-là, il faut investir. Quand vous commencez à avoir de l'attraction, vous vous rendez compte que votre produit, en gros, il lui manque plus que ça pour que ça fonctionne, qu'il lui manque plus que 100 000 €, et là, ça y est, ça explose. Ce qu'il faut vous dire, c'est, oui, c'est possible de se lancer sans dépenser d'argent, mais il y a un moment où vous allez potentiellement en avoir besoin pour scale up, pour atteindre un nouvel état de développement. Et si vous allez voir des investisseurs et que vous leur dites que vous n'avez pas mis un rond, les mecs, ils vont pas vous filer d'argent. Parce que eux, ils ont besoin de voir que vous avez investi dans le projet, que vous y croyez aussi. Et si vous y croyez, bah vous êtes prêt à y mettre des thunes et vous êtes prêt à vous y mettre à temps plein. Il faut dire qu'en fait, à cette étape, vous aurez déjà bossé votre projet. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez pitcher autour de vous, à des investisseurs ou à des gens qui vont peut-être vous aider à développer ce produit-là, vous savez, vous avez toujours ce retour de « Ah, mais t'as pensé à ça, et t'as pensé à ça, et ah, il faudrait peut-être faire comme ça ». Plus vous allez tester vos hypothèses, plus vous allez travailler votre sujet, et plus vous aurez les réponses, et vous serez serein par rapport à la direction que vous avez envie de prendre. Bon, serein, on n'est jamais réellement serein quand on monte une start-up, mais pour autant, ça vous rassure parce que vous avez bossé votre sujet et que du coup, vous commencez à minimiser le risque, parce qu'en fait, vous comprenez les tenants et les aboutissants du projet dans lequel vous avez envie de vous lancer. On finit par une jolie success story. Donc Builder, c'est une entreprise qui a fait le startup pitch, la startup pitch du Blend il y a à peu près 3 ans, je crois, ou 4 ans. Et en fait, Builder, ils se sont fondés il y a 3-4 ans d'ailleurs, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une opportunité exceptionnelle sur le beacon. Donc le beacon, en fait, vous savez, c'est un espèce de petit dispositif qui capte de la donnée Bluetooth et qui en envoie. Et en fait, ils ont senti qu'il y avait cette opportunité-là et ils ont commencé à creuser. Donc ils ont eu des premières idées. Alors au début, ils voulaient envoyer des infos, ils voulaient envoyer des réducs sur les téléphones. Après, je sais plus ce qu'ils... Enfin, ils ont testé plein de trucs. Ils sont venus à Boostin Lyon, justement parce qu'en fait, on les a aidés à se cadrer et à pas faire 250 trucs en même temps parce qu'ils sentaient qu'il y avait des trucs à faire partout. Mais plutôt à se cadrer sur, ok, qu'est-ce que vous faites, quelle est la proposition de valeur et finalement, quel est le potentiel de ce truc. Et au bout d'un moment, à force de travailler pendant 1 an et demi, 2 ans, de rencontrer des boîtes, d'itérer, de créer des nouveaux trucs, ils se sont rendus compte qu'il y avait en fait un vrai marché sur l'analyse de données. Où là, par contre, en fait, ils peuvent analyser les données physiques dans des lieux physiques, des flux, des visiteurs. Et en fait, quand ils se sont rendus compte de ça, là, ils avaient touché un truc qui intéressait vraiment des boîtes. Un truc, premièrement, qu'ils étaient capables de faire, et deuxièmement, qui intéressait vraiment des boîtes. Et en fait, et c'est à ce moment-là, quand ils se sont dit, ok, maintenant qu'on sait ce qu'on a, on sait que ça va fonctionner, on a de la traction, là, il nous faut de la thune pour y aller. Et en fait, ils sont entrés en négociation avec Smart Traffic, qui les a rachetés cet été, et qui du coup leur offre un cadre qui leur permet aujourd'hui de développer leur solution à beaucoup plus grande échelle. Alors du coup, est-ce qu'on a le temps ? Oui. Oui, on a le temps. On a le temps.
Il y a 2-3 questions en fait qu'on n'a pas réussi à caser dans la présentation, mais auxquelles on aimerait bien répondre rapidement. Premièrement, Clémence, faut-il être de tous les événements networking ? Eh ben, c'est toujours la même réponse. Ça dépend un peu de ce que vous faites et de ce que vous avez envie de faire. Il faut vraiment vous considérer, je l'ai déjà dit, mais c'est hyper important, comme une ressource aussi de votre entreprise. Votre temps coûte de l'argent et votre temps a de la valeur. Donc, c'est pas la peine de courir absolument tous les événements de networking. Il faut savoir ce que vous voulez en tirer, quels sont vos objectifs. Et typiquement, si vous êtes très early stage, c'est très chouette de s'entourer, mais c'est aussi hyper important de savoir ce que vous allez vouloir tirer du temps que vous passez là-bas. Donc plus vous avez les idées claires, et plus c'est efficace d'aller à des événements de networking. Jade, est-ce qu'il faut absolument un nom, un logo ou un statut pour commencer ? Pas du tout, Thierry. Alors, ça fait très plaisir aux entrepreneurs de se dire qu'ils ont un nom ou un joli logo, mais ça, de toute manière, ça va changer à peu près 15 fois, parce qu'à chaque fois que vous allez trouver un nouveau client, une nouvelle proposition de valeur, il va falloir que vous changiez de nom. Le statut, pareil, ça fait toujours très plaisir aux entrepreneurs de se dire ça y est, c'est des grands, ils ont enfin déposé leur entreprise. Faites attention à pas déposer, à pas créer l'entreprise tout de suite, parce qu'il y a énormément d'aides pour les entreprises en création et en técréation. Et si vous créez votre entreprise trop tôt, vous allez passer à côté de ces aides. En gros, quand est-ce qu'il faut déposer ces statuts ? Soit au moment où vous commencez à encaisser du cash, parce que là, vous allez avoir besoin effectivement d'un compte en banque d'entreprise pour récupérer le pognon. Soit, deuxième raison, si vous avez un business, on va dire, sensible, qui a besoin d'être assuré, parce qu'à ce moment-là, il faut faire en sorte que la responsabilité ne tombe pas sur vous. Kidigo, par exemple, qui accompagne des enfants dans le train, pour eux, c'était hyper important qu'ils le fassent pas du tout en leur nom, quoi. Troisième question, Clémence, est-ce que je dois aller chercher des subventions ou faire des concours à longueur de journée ? Même réponse que pour la 1. En fait, ça va dépendre déjà de l'état d'avancement de votre projet. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs ici qui ont déjà fait des concours ou des dossiers de subvention, ça prend énormément de temps. Et souvent, ça prend énormément de temps. Soit, si ça débouche, c'est super bien, vous allez avoir un article très vite dans un super média, mais pas forcément de retour parce qu'en fait, c'est un peu tôt par rapport à votre idée que vous êtes en train de pivoter. Soit parce que pour un dossier de subvention, si vous en avez déjà rempli, il faut avoir des idées hyper claires. On va vous demander notamment un business plan, même si il y a des gens qui continuent à demander des business plans à des gens qui démarrent une start-up, c'est toujours amusant. Mais vous allez passer du temps à faire ça et à devoir expliquer de manière hyper claire pour convaincre et rassurer les gens qui vont vous donner des subventions. Et si c'est fait trop tôt, ça vous aura pris beaucoup de temps pour pas grand-chose. Donc ça dépend de votre temps et de l'investissement que vous avez envie de mettre. Typiquement, les concours, c'est pratique quand vous avez déjà bien travaillé votre stratégie de communication et que ça peut vous aider à avoir quelques articles. Trop tôt, simplement pour passer 3, 4, 5 jours sur une présentation pour avoir 1000 ou 2000 euros, honnêtement, vous valez mieux que ça. Est-ce que je dois me faire accompagner pour faire avancer mon projet, Jade ? Bien sûr, surtout si vous allez à Boustine-Léon. Oui. Non, ce qui est important dans l'accompagnement, au-delà du programme et de ce qu'il va vous apporter, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. Un accompagnement, c'est un écosystème, vous allez faire partie d'un groupe, vous allez rencontrer des gens, ça va vous apporter bien plus que ce que vous êtes venu chercher à la base. Donc oui, il faut se faire accompagner, mais il ne faut pas se faire accompagner si vous n'en avez pas envie. C'est-à-dire que nous, régulièrement, on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « bah moi, je viens me faire accompagner parce que j'ai besoin d'un petit label pour aller lever des fonds ». Ces gens-là, ça ne va rien leur apporter de venir chez nous. Donc oui, quand vous savez que vous en avez envie, quand vous savez que vous en avez besoin, allez-y, ça va vous apporter énormément. Dernière petite question que je vais poser à Jade qui ne sont pas sur les slides. C'est quelque chose qui revient aussi hyper souvent et auquel on n'a généralement pas envie de répondre, mais est-ce que quand j'ai une idée super, trop géniale, est-ce que je dois en parler avant éventuellement de déposer un brevet ? Et oui, il faut parler de votre idée. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que votre idée que vous pensez géniale, il y en a 250 qui l'ont eu en même temps que vous, probablement parce qu'ils ont regardé le même magazine sur M6 à 20h. Donc, parlez de votre idée parce qu'en fait, une idée, c'est rien d'autre qu'une idée. Ce qui va transformer votre idée en projet, c'est votre capacité d'exécution, c'est votre capacité à fédérer des gens autour de vous, à emmener des gens dans votre projet. Et fédérer des gens et emmener des gens, ça n'arrivera que si vous en parlez. On va commencer à conclure, on est carrément dans les temps, on est super forte. Vous n'avez pas besoin d'investir tout de suite. En fait, il y a plein d'étapes par lesquelles vous pouvez passer, déjà pour vous rassurer vous, et surtout réduire le risque d'investir pour rien. Donc, toutes ces étapes autour du cas de référence, de vous poser la question de votre client, de mesurer les risques,
Et bien ça, vous pouvez le faire, c'est gratos. Ça prend un peu de temps, mais c'est hyper intéressant parce que vous allez pouvoir explorer et au moins vous dire que si vous échouez, on ne considère pas que ne pas se lancer dans une start-up, c'est un échec. Mais si vous ne lancez pas votre start-up, vous saurez pourquoi et vous aurez de quoi rebondir. Entre-temps, vous aurez appris à être entrepreneur. Donc avant d'investir, validez le potentiel de votre projet. C'est-à-dire valider qu'il y a bien un marché et qu'il y a bien des clients qui ont un problème et qui sont prêts à payer pour le résoudre. Avec du pognon. Et à partir de là, lâchez les billets. Merci beaucoup pour votre attention. On s'est bien marré à faire cette presse, on est bien contente de l'avoir faite. Si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver après dans je ne sais plus quel salon, Silex, un truc comme ça. Dans le village des speakers pour répondre à vos questions. Si vous avez un projet de start-up, si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas, on est là pour ça. Boostignon, on recrute bientôt notre prochaine promotion dans 2 semaines, donc si vous avez envie de vous faire accompagner, c'est l'occasion de venir nous en parler. Deux petites choses très rapidement. Premièrement, la présentation, elle n'a rien de confidentiel, donc envoyez-nous un mail pour la récupérer si elle vous intéresse. Deuxièmement, si la question du client vous intéresse, on a Audrey Julienne, qui est une intervenante à Boostignon, qui est exceptionnelle, qui fait une conférence sur le sujet cet après-midi. À 11h30 ce matin. Ah, c'est ce matin ? Oh merde, pardon. Eh bien, courez-y, c'est très bien, je vous le dis. Voilà. Merci à tous. Merci.